Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. Le premier bloc. C'est sur OK la radio. OK. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans le premier bloc, 152e édition. On est pratiquement hors saison puisque il n'y a plus que la NHL, puis la fameuse finale de la Coupe Stanley qui va opposer dès tout bientôt Edmonton à Florida. On n'est pas là pour parler de la Coupe Stanley, mais on va quand même évoquer une certaine actualité un peu particulière parce qu'elle se déroule en inline. Ce n'est pas seulement du hockey sur glace, mais on aime bien aussi tout ce qui, on va pas appeler ça une déviance, mais les puristes diront que c'est une déviance que de jouer au hockey sur glace ailleurs que sur de la glace. Mais on va en parler avec deux spécialistes que j'ai le plaisir de retrouver depuis Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. Et alors tout d'abord, Laurent Perroton, c'est le pilier de l'émission. Bonjour, ou plutôt bonsoir Laurent. Bonsoir patron. Alors il paraît que vous avez mal partout. Ouais, il paraît, ouais. On vieillit, quoi. Ouais. C'est ça le problème. Et du coup, les résultats suivent pas, mais ça, on en parlera d'ici quelques instants. Aïe. Ça commence. Ouais, oui, ça commence. Vous me connaissez, je vais pas vous rater. Oui. Et puis, on y va avec beaucoup de respect. Au départ, avec notre invité du jour qui est Richard Raimoneto. Merci Richard de nous rejoindre aujourd'hui. Richard Raimoneto, que dire? Je vous connais depuis trop longtemps puisque ça veut dire que vous avez dépassé la cinquantaine et que vous participez également à ce Masters de Inline avec l'équipe de France aux côtés de Laurent Perroton. Merci de nous rejoindre. Bonsoir Philippe, merci pour l'invitation. Mais c'est un plaisir. Alors, Richard Raimoneto, qu'est-ce qu'on pourrait dire à votre sujet pour situer un petit... Alors, ceux qui aiment le hockey sur glace et qui suivent le hockey sur glace depuis des années, vous connaissent notamment deux m'arrêtez, deux participations olympiques, si je ne m'abuse, en 98, je vais pas dire 98, en 98 et en 2002, de multiples championnats du monde. Vous avez joué au-delà des 40 ans en première division française, en Ligue Magnus. Vous avez même joué en Ligue junior, en Ligue de hockey junior majeur de Québec, ou même lors de votre meilleure saison, vous étiez pratiquement à 1 point par match. C'est quand même quelque chose d'appréciable. Et puis alors vous êtes resté en France. Alors je ne sais pas si ça sera ma première question. Est-ce que vous êtes casanier ou est-ce que vous n'avez pas eu d'autres possibilités de quitter l'Hexagone? J'ai eu des possibilités, mais j'ai peut-être voulu rester un petit peu dans le confort. Et j'ai visé plus les gros clubs en France que de partir à l'étranger. J'avais peut-être une opportunité pour partir en DEL et j'ai pas voulu poursuivre par la suite parce que j'avais un très bon contrat en France. Mais je pense que j'ai un petit peu de regret quand même par rapport à ça. J'aurais bien voulu tenter l'expérience en dehors de l'Hexagone. Laurent Perroton, c'est marrant d'entendre un Français dire j'ai pensé plutôt à mon confort. D'habitude, c'est plutôt un discours qu'on tient avec les joueurs suisses, non? Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même confort, mais finalement, c'est au-delà des 50 ans en première division, donc quand même pour se rendre compte un peu du personnage. Donc il a joué junior majeur, mais après Richard en 93, il est arrivé à Chamonix et il a fini en 2024 à Mont-Blanc. Donc, vous vous rendez compte la longévité. Et vous avez parlé un peu du inline, mais il joue avec les légendes, mais il joue aussi avec les vétérans, donc les 45. C'est-à-dire que il y a des journées où il a 2 matchs, voire 3 matchs. Si on avait été, on en reviendra après, mais si on avait fait demi-finale, finale demain, il avait 4 matchs au programme. Donc, au niveau de la condition physique, il est pas si mal. Mieux que vous. Ah oui, non mais déjà ce matin au réveil, on partage le même appartement. Là, ce matin au réveil, je lui ai demandé ce qu'il faisait là avec nous. Mais c'est vrai, qu'il a une carrière et puis voilà, c'est un vrai athlète. Donc du coup, ça se voit et puis voilà, quand vous regardez les statistiques, il est en tête partout dans les scoreurs au niveau du championnat du monde, que ce soit en 45 ou en 50. Donc ça veut dire qu'il est toujours aussi présent et puis voilà, il y a quand même des très très bons joueurs à ce niveau-là et il a toujours gardé la longévité puis il est polysportif donc il s'entraîne, il fait pas mal de sport, il continue à jouer aussi à Seno en deuxième division inline à côté d'Annecy donc ça lui permet de rester en forme et puis ça nous a permis d'être champion du monde il y a 2 ans et là malheureusement on y reviendra après, ça a été un peu plus compliqué avec les légendes et en vétéran pour l'instant ça se passe bien. Ouais.
On parlera de inline tout à l'heure. On va quand même débuter cette émission avec nos chroniques habituelles. Je ne sais pas, Richard Monetto, si Laurent vous a un peu informé, si vous avez eu le temps de vous préparer, mais on va commencer avec Laurent. Donc, c'est l'émission 152. Donc, on va mettre à l'honneur aujourd'hui un ou des numéros 52, donc porté par des joueurs. Le maillot numéro 52 porté par certains joueurs. Laurent Perroton, allez, faites-moi une proposition. Ouais, bah, il y en a plusieurs. Je sais que Richard en a un, donc je vais pas parler de lui, mais il y a Jonathan Eriksson, André Tchouk, voilà pour les plus connus. Mais c'est pas un numéro quand on pense à ce numéro, il y a toujours un numéro qui revient et je laisse Richard en parler. Mais c'est vrai que c'est pas un numéro qui est Mike Volmin. Hein, qu'on a vu comme j'ai été un peu sur l'actualité parce que je suis ce que vous faites. Et donc, il a signé à Sierre et ben voilà, c'était mon choix. Excusez-moi. Alors, il descend de National League du Genève Servette à Sierre et il retrouve Chris Maxorley qu'il connaît bien. Donc voilà pour mon numéro 52. Richard Monetto. Bah moi ça tombe bien parce que j'étais au Québec au moment où il y avait le numéro 52 et que j'aimais bien voir jouer parce qu'il était assez physique. C'était un défenseur, Adam Foote. Ah oui. Et ouais, donc c'était un joueur assez rude et j'aimais bien son style de jeu et c'était pile pendant mes années junior majeur au Nordique de Québec. Exactement. Quand on est jeune joueur, est-ce que on arrive à prendre des modèles? Ouais, moi c'était Steve Yzerman. Quand j'étais là-bas à Yzerman, après j'avais beaucoup de joueurs de centre, hein, parce que Joe Sakic. Que j'aimais bien aussi jouer. Bah, évidemment. Bon, après, c'est des joueurs de grande classe et on essaie de les imiter, hein. C'est pas évident, mais on essaie de toujours avoir une référence en tant que tout joueur, hein. Je pense que même les jeunes maintenant, ils ont une référence et puis on essaie de s'adapter à eux, enfin de faire les mêmes mouvements. Mais c'est passionnant, d'avoir cette vision-là. Et puis après, on essaye toujours à l'entraînement de faire 2-3 moves et bon, ça passe pas tout le temps et on les travaille jusqu'au jour où ça passe. Ouais. Adam Foote qui vient de Toronto. Vous savez ce qu'il est devenu, Adam Foote? Vous avez un petit peu suivi sa carrière? Vous savez ce qu'il fait en ce moment? Ah non, je sais pas ce qu'il fait en ce moment. Eh ben, il a signé il y a 2 semaines comme entraîneur en chef des Canucks de Vancouver. Ah oui. Donc c'est quand même une encore dans l'actu. Une carrière. Oui, encore une fois dans l'actu. Bien joué. Il a gagné la Stanley deux fois. Et puis il a aussi joué longtemps en Colorado Avalanche. Ouais, c'est ça. C'était aussi un beau gabarit, 1m88, si je ne vous dis pas de mémoire. En tout cas, tout près de 1m90. Et comme vous savez tout, Laurent Perroton sur Adam Foote, eh bien vous allez me parler de Jennifer Foote, son épouse. Ouais. C'est plus votre domaine, ça. Non. C'est vous qui savez tout. Qu'est-ce qu'elle nous fait, cette dame? Elle fait de la création digitale. Bon, mais c'est un autre détail. Enfin voilà, je crois que Richard Monetto a compris un petit peu le principe de l'émission. On se permet de se dire certaines choses. Et donc voilà pour nos numéros 52. On va continuer avec la deuxième rubrique. C'est le plus et le moins, le casque d'or, le casque de plomb. Alors Richard Monetto, est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer, un événement à nous proposer, un homme à nous proposer qui vous a fortement marqué positivement sur ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines? Je parlais plus d'une équipe, parce que là, c'est la première année où l'équipe féminine rentre dans les mondiaux de roller. Donc c'était agréablement surprenant parce que on s'attend pas à des joueuses de ce niveau-là et c'était une belle réaction et de les voir jouer, on se dit elles ont quand même leur place dans ce mondial et elles peuvent faire rougir pas mal de joueurs masculins et c'était plaisant de les voir jouer, notamment l'équipe de France. Hein. Ouais. Par contre, alors comme notamment l'équipe de France, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que quand le hockey féminin, déjà sur glace, je dis toujours que dans les 3 meilleurs souvenirs de ma carrière de commentateur, il y a 3 matchs. Donc, et un de ces matchs, c'est la finale féminine de Nagano, c'était États-Unis-Canada, ça c'était pas une grande surprise, en 98, qu'en 98. Et on sent qu'aujourd'hui, le hockey féminin sur glace a beaucoup évolué, a sans doute aussi pris quelques mauvaises habitudes que l'on voit chez les garçons, mais il y a un fort potentiel encore de développement, j'imagine, en roller inline, n'est-ce pas, messieurs?
Ouais, tout à fait. Là, elles sont pas nombreuses au niveau des équipes. Je crois qu'elles sont 5. L'année prochaine, il y a déjà 4 ou 5 qui arrivent en plus, et c'est comme ça que ça va débuter, hein, pour arriver dans les à peu près 20 équipes dans 3 à 4 ans. Ouais, Mais c'est vrai qu'il y a une forte demande à ce niveau-là. Puis on les voit dans les clubs aussi régionaux. Beaucoup de filles, hein, qui aiment le roller hockey et qui le pratiquent. ouais. Laurent? Non, alors moi c'était la première fois que je voyais vraiment des matchs internationaux de roller hockey et évidemment dans l'équipe de France il y a deux joueuses incroyables en termes de fréquence de patinage, de qualité technique sur les freinages et de maniement de puck. On voit que la profonde différence avec les garçons c'est quand même les lancers, mais Philippe, je pense que vous avez jamais vu ça, mais c'est vraiment très très impressionnant. 60-30 sur hors-jeu, 4 contre 4, c'est Hmm. très très speed. Et là, on a vu hier le match, ce sera la finale ce soir à 21h30, mais on a vu le match en poule USA France. C'était vraiment très très impressionnant et même dans les duels, dans les impacts physiques, ça y va quoi. Donc voilà, c'est une bonne chose. Et puis du coup, la délégation grandit puisque finalement on a maintenant 4 équipes, donc ça c'est une grosse organisation. D'accord, donc le casque d'or de Richard Ramonetto, c'est pour le inline féminin qui va s'en aller sans aucun doute en progression au fil des années. Quel est votre casque d'or, Laurent? Leonardo Giannoni, MVP du championnat du Enfin, monde. Bah si c'est voilà, pas lui, c'est en bulle. ouais, Donc, mais voilà, à chaque fois on me dit ouais, mais t'exagères avec ces gars-là. Ouais, j'exagère. Il a fait une saison moyenne, il a été tout le temps blessé. Il vient au championnat du monde, il amène l'équipe en finale et il est MVP du championnat du monde à son âge. Chapeau bas à l'artiste. Encore triste vraiment pour cette défaite de l'équipe de Suisse et puis pour en bulle. Mais finalement, Giannoni là, c'est quand même un grand moment de sa carrière et j'ai toujours trouvé incroyable ce gardien, évidemment, et un gardien doit arrêter l'époque, mais c'est surtout sa lecture de jeu, sa science du jeu, et comment c'est un petit gardien et comment il arrive à déjouer les meilleurs attaquants du monde. Donc, à son âge, après une saison très très moyenne avec beaucoup de blessures, c'est toujours très très impressionnant et c'est des gars qui durent, mais parce que outre l'aspect hockeyistique, c'est ce côté mental, c'est des monstres. C'est vraiment des monstres. Et en fait, Giannoni, pour parler un peu dans le milieu, c'est quand même quelqu'un qui est très fort mentalement, mais justement, il est très, très détaché du milieu où on est et de la pression de résultat. Et c'est ça sa grande force. Il arrive à se détacher des critiques, des choses qu'il peut entendre, qui pourraient le déstabiliser. Et voilà, il a rebondi. Tout le monde a dit ouais, c'est bizarre, on fait pas jouer Sarlin et nous les premiers. Giannoni est en fin de carrière. Ouais, fin de carrière, tu fais les championnats du monde, tu vas en finale du championnat du monde et tu es MVP du championnat du monde. ouais. Donc, un Et du beau coup, vous le casque d'or. voyez partir en numéro 1 aux prochains Jeux Olympiques. Bah, il sera, si là, ils le prennent pas dans la sélection, j'aurais quand même un peu des questions. Mais je pense que en termes de numéro un, ça va dépendre de l'état de forme à cette période de l'année. Ouais. Mais par contre, il est possible qu'il finisse en apothéose avec le mondial 2026 à Fribourg et à Zurich, avec lui dans la cage et pour finir peut-être un titre de champion du monde à la maison. Richard, vous avez eu l'occasion de suivre un peu ce championnat du monde hors équipe de France. Ah, tout à fait. Alors, Les Suisses ont été extraordinaires. Ils ont progressé, c'est beau à voir jouer parce qu'ils sont agressifs, ils ont de la technique, ils ont du patin, ils ont du physique, surtout contre les Américains. C'était un sacré match. Ils méritaient largement ce championnat du monde. Après, c'est vrai que c'est les Américains en face et ils lâchent rien. Mais on voit cette progression, elle est énorme. On voit le championnat aussi suisse, hein, il est incroyable. Nous, on a la Ligue Magnus, mais si on demande d'aller voir un match, bien sûr c'est en Suisse que je vais aller le voir. C'est du spectacle. Les joueurs sont extraordinaires et vous avez vraiment des joueurs de talent qui forment ce championnat. la Ligue Magnus, quand même, ce qui lui manque un peu à la Ligue Magnus, c'est d'avoir encore plus de clubs, sans doute, qui se donnent des moyens professionnels pour pouvoir progresser, parce que finalement, avec les 3-4 clubs qui aujourd'hui dominent ce championnat, on peut dire qu'il y a une bonne base, évidemment. On n'aurait jamais les meilleurs étrangers dans la situation actuelle, et c'est ce qui permet sans doute aujourd'hui de faire la différence à la Suisse par rapport à des championnats comme l'Allemagne ou la Finlande ou la Suède. Mais la Ligue Magnus, il faut la prendre au sérieux désormais. À l'époque, on rigolait un petit peu vu de Suisse. Bon, voilà, le champion de France qui vient se prendre 8-0 contre un club de première ligue chez nous, c'était voilà, ça date. Ça c'est fini maintenant. Ça c'est fini.
Ouais, c'est vrai que ça a progressé. Après, c'est un peu inquiétant, c'est au niveau des jeunes Français, c'est qu'on les prend souvent pour faire le nombre de joueurs français sur un banc, et on a beaucoup d'étrangers. Il faudrait faire passer ces jeunes joueurs français dans l'élite, vraiment qui soient impactés dans l'équipe, qui prennent des temps de glace pour ensuite rivaliser dans le championnat européen. C'est ce qui manque, juste, c'est faire progresser nos joueurs français à intégrer ces clubs d'élite. Ouais. Et après, je vous laisserai donner votre avis, Laurent Perroton. Mais moi, ce qui m'a frappé quand même dans cette équipe de France, malheureusement reléguée, par contre, c'est qu'il y a quand même des joueurs de haut niveau qui jouent dans des grands championnats, et même en NHL. Or, je me demande encore aujourd'hui où était passé, par exemple, Alexandre Texier. Ils ont un rôle à jouer. Et là, en l'occurrence, si l'équipe de France a été reléguée, c'est parce que les leaders n'étaient pas là. Ouais, tout à fait. Après, il y aura multiples raisons, mais c'est vrai que c'est des moments qui sont assez cruciaux, et on doit se battre, hein, on doit rien lâcher pour rester dans le groupe A, et surtout que derrière il y a quand même les Jeux Olympiques qui s'amènent. Je crois qu'on est qualifié avec la Russie qui ne vient pas, mais c'est vrai on manque de leaders dans cette équipe de France, au niveau défensif aussi, on manque de gros gabarits, et c'est là où il va falloir qu'on travaille sur ce championnat. Et voilà, bah Laurent, j'en profite pour vous faire rebondir là-dessus, puisque maintenant c'est officiel, la France va aux Jeux Olympiques, puisque les Russes ne sont pas invités à participer à ce tournoi. Bah votre discours ne va pas changer, hein. Si la Ah France non, veut bien paraître équipe de deuxième division désormais, enfin deuxième division au niveau hiérarchique, va falloir montrer autre chose, hein, aux prochains mais Jeux déjà, Olympiques. déjà, il va falloir convaincre les joueurs absents de venir. Et surtout, il va falloir mettre des moyens financiers pour avoir des regroupements dignes d'une préparation pour les JO. Et si vous arrivez en étant une petite nation et que vous avez la préparation que vous avez faite pour aller au championnat du monde groupe A, ou à Marseille, il avait que 13 joueurs à disposition lors de la première semaine, alors que les Suisses étaient déjà à leur troisième semaine avec un contingent d'environ, on a tourné avec 40 joueurs. Bah, voilà à la fin le résultat. Donc, et je rebondis aussi sur deux choses. Sur le championnat de Ligue Magnus, la problématique, c'est l'intensité des matchs. C'est-à-dire que en Suisse, ça joue 60 minutes dans l'intensité des matchs et en Champions League. Et en Ligue Magnus, quand je regarde les finales, etc., c'est un peu mieux. Mais sur l'ensemble de la saison régulière, tu as des matchs avec par moments très peu d'intensité. Et au niveau international, bah, le hockey moderne a évolué. Et ça, c'est un vrai problème. Et quand on parle de JFL, donc ce qu'on appelle les Français de chouche qui doivent être sur la feuille de match, il y a quand même des équipes encore qui jouent à trois blocs et qui ont un quatrième bloc de jeunes Français. Et l'effet perverse de tout ça, c'est que les jeunes Français qui ne jouent pas pour faire de la route, ils te demandent des sommes d'argent des fois plus importantes que le troisième bloc, parce que autrement t'en as pas. Et si t'as pas ce nombre de joueurs pour pouvoir jouer en Ligue Magnus, bah t'es forfait. Et aujourd'hui, trouver 11 Français de niveau de Magnus dans un petit club de milieu de tableau ou de bas de tableau, c'est très très compliqué. Donc souvent tu joues à trois blocs, et puis ton quatrième bloc, c'est soit des juniors, soit des gars qui jouent dans l'équipe du dessous, et puis tu les payes correctement pour pouvoir les avoir en déplacement et remplir les cases manquantes. Absolument. Bien, voilà donc ça c'était pour donc on a parlé du casque d'or de Leonardo Giannoni, on va parler du casque d'or de Richard Remonetto. Non, vous m'avez déjà parlé de ça. On l'a déjà fait. Bah oui, Ah, on l'a déjà fait. on Pardon, a excusez-moi. parlé, Ouais. on parlait des féminines. Voilà, ouais, alors je Vous pensais êtes bien. où? Vous êtes où là? Vous êtes encore au bord de la plage à la mer du Ouais. Nord, ou comment ça se passe? C'est exactement Comment ça. ça se passe? Ah, Ok, il fait beau, il fait chaud. Voilà. ok. Non mais Non, oui. Alors, En en fait, je Belgique, pense au bien. en Belgique, vous pouvez dire il fait chaud. Non, non, il Alors, faut quand même dire. écoutez les gars, 21 degrés aujourd'hui, mais pas mal de vent. Voilà. Ok, voilà. Donc ressenti 12. Ok, allez, on Bon, passe à la allez, question ça va, suivante. on en reparlera. En visu. Alors oui, donc pour moi le casque d'or, j'ai oublié le mien en fait. Oui, Le casque d'or, et je ne vais pas simplement, je vais pas m'étendre là-dessus. Bah c'est justement le retour de cette finale entre Edmonton et Florida. C'est quand même extrêmement rare de retrouver les deux mêmes franchises de NHL 2 années consécutivement pour se disputer cette Coupe Stanley. Je pense que voilà, ça dénote bien la valeur des deux franchises qui sont quand même au-dessus du lot. On aurait pu y inclure Toronto à
la place d'un des deux, mais je pense que c'est effectivement la finale la plus logique. Et je voulais simplement marquer le fait qu'on les retrouvait donc pour la deuxième année consécutive au dernier stade de la compétition. Mais ça, nous l'avons déjà évoqué et nous l'évoquerons encore avec Arnaud Fer et Christian Pontier à l'occasion d'un petit journal de la NHL. On va passer maintenant au casque de plomb. Eh ben, on va laisser l'honneur à Richard Emonetto de nous proposer ce qui lui a peut-être un peu plus déplu dernièrement. Alors, c'est pas plus tard il y a 2 heures, c'est l'attitude pour un collectif, un joueur qui n'avait pas reçu la passe au bon moment, a complètement décidé de quitter le terrain alors qu'il y avait un contre à 2 contre 0 derrière, et ce qui nous amène la défaite. Donc voilà, attitude un joueur de l'équipe de France. De l'équipe de France, ouais, ah, de ouais. l'équipe, ouais. Donc attitude à ne jamais faire. On pense à l'équipe, on gagne à l'équipe, on perd en équipe, on joue collectif. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire au résultat d'un joueur. Ouais. Voilà, c'est dommage, mais ça arrive. Encore des joueurs qui se la jouent perso et surtout dans un sport comme celui-ci, tu peux pas. Tu dois penser d'abord à tes collègues et à ton équipe. Le collectif, Laurent. Hein. Moi j'ai vu ça en live parce que je me suis comme vous avez dit en début d'émission, je me suis fait un adducteur, donc j'ai pu voir la scène et c'est vrai que ça coûte le match, donc ça coûte le match et la qualification pour la demi-finale du championnat du monde, donc voilà, il faudra se poser les bonnes questions. Apparemment, l'encadrement de l'équipe de France, c'est pas une mer sans remous. Ça. Non, voilà. Mais ça dépend des collectifs. Vous êtes un peu compliqués, les Français, parfois. Hein. Non, mais c'est surtout les vieux Français qui sont compliqués. Les deux autres équipes, il n'y a pas de souci, mais voilà, et je pense qu'il faudra tirer les enseignements de ce qui s'est passé, mais c'est vrai que c'est une fin abrupte. Ouais. Alors, on va en profiter pour vous demander votre casque de plomb à vous, Laurent. Moi, je la donne à la MIWA et justement à l'organisation de ce mondial. Et en fait, quand même, on commence un championnat du monde et on a une réglementation avec 2 points à la victoire et dans le temps réglementaire, en prolongation au penalty. Ok. Et si vous allez en prolongation au penalty et que vous perdez, vous avez 1 point. Donc, c'est comme quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, exactement. Et du coup, nous, on avait tout gagné et puis une victoire en prolongation. Donc, on était comme on aurait été sans doute premier du classement ou deuxième. Et finalement, il y a une grande nation qui a été se plaindre. Et ils ont changé le règlement. On est venu avec 3 points la victoire, 2 points la prolongation et 1 point. Et ça nous a relégués. Et c'est pour ça qu'on se retrouve à jouer la République tchèque. Mais finalement, fallait gagner contre la République tchèque. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand vous commencez une compétition et qu'au bout de 2 journées, il y a un classement officiel et que le règlement change en cours de compétition, ça a grincé peu des dents. Et je vous donne pas le nom de la grande nation, mais je vous laisse imaginer. Donc, voilà mon casque de plomb et comme d'habitude, on a toujours, vous savez, il y a pas mal de choses. Il y a un photographe officiel qui vous permet au collectif de payer par exemple une somme d'argent pour avoir accès à ces photos, ce qui est complètement normal. Et puis il y a des nations comme c'est des grandes nations, ça doit être offert. Enfin voilà, moi il y a toujours cette différence qui me dérange et finalement voilà, je donne ce casque de plomb à la MIWA. Et j'espère que l'année prochaine, le règlement, on le recevra en plusieurs langues et avant la compétition, que ça ne changera pas pendant la compétition. Ok. Moi, mon casque de plomb, il va aussi concerner votre compétition, mais là, je vais être cocardier parce qu'il y a un truc que j'ai pas supporté. C'est quand j'ai regardé le résultat du match entre la France et la Suisse. Alors, comment peut-on prendre 7-0 contre l'équipe de France? Dites-moi, Laurent, inline, et c'est aussi l'objet de cette émission, c'est d'en parler un petit peu plus. Ouais. Qu'est-ce qui fait la différence en inline pour se prendre 7-0? Vous avez vu la feuille de match, Richard Emonetto 6. Voilà, c'est ça. Suisse 0. Donc non, mais voilà, Richard était dans un grand sort hier et puis en face, en fait, c'est des bons joueurs, une équipe quand même un peu plus âgée, donc en nombre, on les a sentis un peu fatigués. Et puis ce qui est compliqué, c'est que tu peux jouer à 9h le matin ou tu peux jouer à 21h30. Donc les journées des fois sont particulières à gérer. Et voilà, on était dans un meilleur jour, mais
c'est quand même sur la physionomie du match. Notre gardien a fait un gros match. Malheureusement, à la fin du match, il a été percuté de plein fouet par un joueur, donc il a pris une commotion cérébrale, donc on n'a pas pu aligner notre gardien numéro 1 aujourd'hui. Mais voilà, c'était toujours très motivant de jouer contre eux. Et voilà, personnellement, j'étais assez content de gagner. Ça a brassé un peu en suisse allemand. Je connais quelques mots, donc c'était assez cool. Vous avez Et puis marqué. du coup, oui, bah voilà, c'est important. Hein. Je savais que j'allais me faire brasser en rentrant, donc du coup, j'ai bougé un peu plus mes pieds. Voilà, bah justement, bouger un peu plus les pieds, c'est peut-être une des recettes du inline pour tous ceux qui ne connaissent pas trop. Richard Monetto, vous sortez de la glace et vous arrivez sur une autre surface avec des roulettes. Si je dis que c'est presque un autre sport, est-ce que je suis loin de la réalité? C'est vrai que la différence est sur la poussée. On n'a pas la même poussée, hein, faut forcer beaucoup plus. Après, le roller, je le joue depuis 95. Ah ouais. J'étais au début, j'avais ramené les premiers patins du Canada en France et j'étais le seul à jouer sur un air avec des rollers. Et après, petit à petit, on a lancé les premiers clubs dans les Alpes en 96-97 et après on est parti pour les championnats du monde avec Laurent déjà en 98. À Winnipeg. À Winnipeg. Grand souvenir. Grand souvenir. Un grand Ça fait souvenir. voyager. On a voyagé. Donc ouais, moi j'ai toujours fait ça en intersaison. La saison de glace se terminait, je remballais sur du roller. Pour moi, je trouve que c'est un complément. On garde les mains, les poussées sont différentes, mais voilà, on a quand même la technique, on garde aussi la vision et la poussée, elle est différente, mais elle nous apprend aussi à mieux gérer nos accélérations, notre façon de faire. Et je trouve que c'est un très très bon complément pour le hockey sur glace. Ouais, Laurent. Ouais, bah moi je dirais que travailler le timing, parce que là c'est vrai que tu peux pas être tout le temps sur 60-30, 4 contre 4 sans hors-jeu, à être quand tu joues contre les Tchèques qui sont sans arrêt en mouvement parce que c'est 4 jours en mouvement. Si tu vas un peu de partout, au bout d'un moment il y a un décalage et puis tu dois faire des efforts de 30 mètres, donc c'est très très compliqué sur une compétition où tu joues 1 ou 2 matchs par jour. Et ensuite, ce qui me rapproche de la glace, ce qui a changé un petit peu, c'est la glace qui s'est rapprochée du roller sur la possession. Avant, on se rappelait que vous arriviez à la ligne bleue, c'était fermé, vous envoyez le puck au fond et on allait travailler. Et là, on voit que même en Suisse, notamment, on revient s'organiser en zone neutre et en réattaque. Et du coup, il y a beaucoup plus de possession, de management du puck. Et sur les situations spéciales, on voit qu'il y a des similitudes, même si on joue pas le même nombre, on joue beaucoup de 4 contre 3. Et ça arrive parfois qu'il y ait 2 pénalités. Et là, du 3 contre 2, c'est vraiment très, très bizarre. Et quand vous en avez 2, vous jouez 4 contre 2. Alors, ceux qui sont à 2, là, je peux vous dire que ça start. Ça stop et ça start. Donc, voilà. Mais vraiment, ouais, c'est un vrai plaisir. Et la surface, l'amélioration des pucks, l'amélioration des roulements, la vitesse que vous pouvez prendre avec le nouveau matériel. Vous savez que maintenant, ils ont sorti ce système Marsh Blade où vous avez un ressort sous vos patins et quand vous êtes ouvert à 90 degrés pour démarrer, ça vous rappelle la glace. Ça vous propulse un peu. Donc, il y a beaucoup Oui, il y a une vraie évolution technologique aussi, et pas seulement tactique. Exactement. Et puis dans le matériel, etc. Là, en fait, bah moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi voir un peu les différentes cultures, mais la beauté des maillots, des tenues. On voit. Et puis c'est toujours. Bah là, pour vous dire, aujourd'hui, j'ai changé mon maillot contre le maillot australien, le même numéro, hein, le 73. Mais ils sont sublimes. Et c'est des beaux souvenirs à nos âges de rencontrer différentes cultures. Et franchement, là. Moi, cette année, je coach les 45 et j'ai essayé d'observer l'évolution sur 2-3 saisons du roller au niveau international. Et on voit qu'il y a des choses différentes. Il y a les grandes nations qui amènent des choses différentes. Et c'est super intéressant à voir. Et là, à Garmisch, il y a énormément de monde pour trouver une place sur le parking. Pourtant, c'est immense. Hein. Il y a 2 arénas. Ben, c'est compliqué. Donc, c'est vraiment très, très sympa à voir. Et on a rencontré un Français qui était en voyage, un jeune étudiant qu'on a rencontré dans la ville. Il a vu qu'on avait nos tenues et puis il s'est rapproché de nous et puis il est venu voir un match. Et il a été halluciné, il a pris un plaisir et il avait jamais vu ça. Donc j'invite les gens à aller voir, surtout sur du 60-30 au niveau international, ce genre de match parce que c'est vraiment très très agréable à voir.
Oui, oui, ben, comme vos équipements d'ailleurs. Richard, Laurent Perroton, lui, il se la pète avec l'équipement que vous avez reçu, parce que c'est vrai que il est magnifique. Et il est parti à Garmisch en me disant, voilà, ça je vais garder, ça je vais échanger. C'est vous dire un peu l'état d'esprit du bonhomme. Richard Richard Monetto, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que finalement le inline est devenu tellement spécifique que ce ne sont plus forcément les anciens hockeyeurs maintenant qui vont s'illustrer, que euh, les meilleurs mondiaux, ce sont de vrais spécialistes de inline qui ne seront pas forcément aussi bons sur la glace. Vraiment, maintenant, aujourd'hui, c'est un sport à part entière qui pourrait même avoir, pourquoi pas, je ne sais pas, un avenir olympique, pour dire quelque chose. Ah, vous avez raison, hein, parce que maintenant, c'est que des écoles de jeunes qui arrivent. Il y a 15 ans, 10 ans en arrière, c'était encore des anciens joueurs de glace qui pratiquaient ce sport. Maintenant, on voit c'est que des jeunes purs rollers qui sont dans le championnat et qui dominent justement ce championnat. C'est plaisant de les voir jouer parce qu'ils peuvent freiner sur 5 centimètres. Nous, c'est compliqué encore. Ils ont les bases techniques, ils ont tout en fait. Ils ont la rapidité, ils ont le mouvement, la glisse. Avec des rollers, c'est compliqué de bien maîtriser tout ça, et eux ils l'ont à la perfection. Et là, si on voit les grosses équipes de championnat, c'est que des joueurs purs rollers. Ouais. Messieurs, quand on parle de inline, tous hockeyeurs se sont concernés, que ce soit un spécialiste de la glace ou celui qui pratique le inline. Comment est-ce que le inline aujourd'hui est perçu dans ce monde en général? Est-ce qu'on vous considère encore en tant que pratiquant du inline comme étant une sous-catégorie, ou finalement maintenant les hockeyeurs dans leur ensemble estiment que c'est une discipline qui en vaut la peine et que ça pourrait même être un excellent plan B pour certains? Je vous Alors écoute. je pense que, alors moi j'ai beaucoup de copains joueurs qui ont essayé mais qui n'ont pas aimé le roller parce que ils avaient pas les mêmes attentes que sur la glace. On freine pas comme avant, on peut pas, la technique est dit complètement différente. Donc ils ont abandonné carrément en disant bah, non c'est pas pour eux. Et d'autres Mhm. qui ont, je dirais qu'il y a quand même 60-70% des joueurs qui n'ont pas aimé cette relation avec le inline parce qu'ils retrouvaient pas les mêmes sensations que sur la glace. Donc c'est pour ça que je dis c'est maintenant ça va être vraiment des purs rollers qui vont arriver dans cette catégorie, et je pense que oui ça maintenant ça a un mérite d'aller très loin et de pourquoi pas d'être représenté aux Jeux Olympiques dans une prochaine Olympiade. Ouais, ouais. Ouais, puis il y a parmi eux des fous furieux style Laurent Perroton qui n'hésite pas à jouer pour une équipe de Marseille en habitant à Genève. Monaco. Ouais, ah oui, mais je confonds toujours. Ouais, bon. Vous confondez avec les Spartiates Mais de oui, mais ils Marseille. sont en train de faire une telle percée au niveau Ouais, national c'est que ça. je peux pas les oublier. Et je C'est rêve ça. d'aller voir un match à Marseille. En même temps, pourquoi ne pas aller voir un match à Monaco? C'est pas mal non C'est plus. ça. Mais C'est moi, j'allais exactement. plutôt pour l'athlétisme à l'époque. Hein, vous vous en souvenez, Exactement. Laurent? Et d'ailleurs, pendant le championnat du monde, j'ai réussi à obtenir la signature d'un joueur de l'équipe de France qui va nous Ouh. rejoindre à Monaco. Donc, vous voyez, on travaille dans tous les domaines, hein. C'est important, hein. Donc, lorsqu'on va aller revoir le président, bah, on a sans doute 2 recrues pour l'année prochaine. Donc, c'est ça, on va continuer le projet et puis c'est très très cool. Mais pour revenir au inline, juste pour vous parler de la France, il y a quand même une ligue élite. Il y a une première division, une deuxième division, une troisième division, une quatrième division et une cinquième division. Donc, il y a 6 divisions avec énormément d'équipes parce que quand vous êtes de la troisième de la deuxième à la cinquième division, c'est que régional. Donc, en termes de licenciés, ils sont en train exploser les licenciés, et du coup, bah, ça peut amener aussi du poids au niveau de politique, hein, au niveau politique, d'avoir autant de licenciés. Donc voilà, c'est intéressant. Et puis quand je vous dis, quand on voit la ferveur populaire pour ces championnats du monde, il y a quand même 24 nations représentées. Vous avez quand même la Nouvelle-Zélande qui est là, vous avez le Mexique en féminin, en masculin. Donc c'est toujours très très sympa. Et les Sud-Américains, il y a certains pays comme le Brésil, ça a énormément progressé. L'Espagne est une grande nation maintenant qui commence à émerger parce qu'ils viennent tous du rink. Donc en fait, il y a un mélange des genres et ça amène une compétition très 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 intéressante.
Donc voilà, je comprends ce que disait Richard sur le complément. Vous savez qu'on fait la Selkeleno, hein, le tournoi à Genève avec beaucoup d'anciens pros, et il y a des anciens pros. Quand je dis, on est venu avec Richard, on l'a gagné il y a 2 ans. Quand on a joué contre les anciens pros, on leur a mis des volets parce qu'ils savaient pas patiner en fait. Il y a une technique, il faut savoir freiner, et Richard est très puissant, et puis il arrive à trouver des solutions et il est très à l'aise. Qu'il en a fait depuis longtemps, mais il y a beaucoup de joueurs très puissants, très costauds qui n'y arrivent pas du tout. Et il y a des gars qui sur les appuis, c'est une catastrophe. Donc moi je trouve que aussi pour les petits gabarits, c'est un sport qui est sympa parce que il n'y a pas que la puissance, la technique peut faire la différence. Laurent, on a pas mal parlé du cas en France avec Richard Emonetto. En Suisse, là on va quand même évoquer vaguement la Suisse. Oui. La Suisse du inline, c'est quoi à part le Sekeleno? La Suisse du inline, c'est vraiment particulier, c'est vraiment coupé. Quand vous allez du côté de Turgovie, frontière autrichienne, ils ont carrément une ring 60-30 où vous jouez avec le puck. Quand vous allez à Genève, vous jouez en Liga avec la balle, avec 5 contre 5, avec les mises en échec, sous la pluie, et ils adorent jouer avec la balle. Alors que c'est un autre sport parce que vous savez pas la balle. Vous jouez avec des pucks, vous, hein? Ouais, bien sûr. Bah non, mais la balle, c'est une horreur. Vous shootez, vous savez pas où elle va aller. Elle rebondit tout le temps. Et puis, de jouer sur du bitume en plein air, avec contact, lorsque vous glissez pas, lorsque vous arrêtez, vous êtes sur le bitume. Hein. Donc, c'est un autre sport. J'ai quelques joueurs. C'est peut-être un frein au développement aussi que finalement avoir un hockey sous trop de formes différentes. C'est ça. Alors, par exemple, dans le Jura, ils jouent beaucoup avec la balle. Ils adorent. Ils adorent ça. Et moi, je trouve ça vraiment abominable parce que la technique te dessert. En fait, c'est vraiment, c'est pas des joueurs peuvent jouer avec la balle sans avoir de technique, tandis qu'avec le puck, on se rapproche vraiment du hockey. Et puis les nouvelles surfaces font que on prend du plaisir, un peu moins pour les glaceux, mais on prend quand même du plaisir dans ce sport. Bien. Messieurs, ça fait, on parle déjà depuis un bon moment. Il y a quand même, j'aimerais évoquer avec vous, puisque j'ai quand même le plaisir d'avoir un ancien international, un ancien olympique, un entraîneur qui a tout vu, tout vécu quasiment. J'avais encore envie de parler un tout petit peu d'actualité hockey sur glace, mais encore une dernière chose concernant ce inline. Alors, bon, les résultats, on l'a compris, l'équipe de France championne en titre. Non, vice-championne. On a été championne il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans, voilà. Mais enfin, voilà. Exactement. Vous ne serez pas sur le podium cette année. Laurent Perroton, vous vous occupez encore des 45, des plus de 45. Là, ça se passe pas trop mal. Ouais, on a gagné l'Allemagne tout à l'heure. Enfin, ils ont gagné l'Allemagne parce que c'est les joueurs qui jouent 3-2 en quart. Et normalement, on devrait jouer la Suède en demi. Mais c'est une équipe très complète avec trois blocs très homogènes. Ils sont 5 fois champions du monde de cette génération-là entre 38 et 45 puisqu'ils sont montés en 45. Donc, ils ont beaucoup d'expérience et on a beaucoup de talent. Et on a dans cette équipe-là nos 2 meilleurs joueurs légendes Richard Emonetto et Fred Austin qui fallait avoir 3 matchs dans le championnat 45 pour pouvoir participer aux phases finales. On leur a fait jouer ces 3 matchs et les 2 sont sur le premier bloc, donc ça ferait vraiment une équipe très très homogène avec 2 bons gardiens. Donc voilà, on espère aller chercher encore ce titre de champion du monde. Ouais. Pour conclure sur le sujet, Richard Emonetto, je pose pas la question à Laurent Perroton parce que chaque année il change d'avis, chaque année il nous annonce sa retraite, mais il repart quand même pour une année. Richard, vous avez 52 ans, je crois. Oui, c'est ça. Le inline de haut niveau, c'est jusqu'à quel âge? Bon, je dirais pas d'âge parce qu'à chaque fois, même en hockey sur glace, je disais il me reste encore 2 ans et c'est souvent ce qui arrive. Voilà, donc je suis comme Laurent. Je dis encore 2 ans. C'est le virus. C'est le virus. Bon, j'avais envie de parler encore un petit peu, si vous le permettez, messieurs. Il nous reste pas aller à un quart d'heure d'émission. Hein. J'aimerais parler un peu de l'actualité et l'actualité d'après championnat du monde. C'est ce bruit qui circule de plus en plus. Et tiens, encore une fois, c'est un Français qui est à l'origine de cette rumeur, ou c'est même un peu plus qu'une rumeur puisque ça a été évoqué lors du dernier congrès de l'IHF. C'est cette possibilité pour remplacer ces matchs amicaux, ces matchs de préparation qui ne servent pas à rien ou ces petits tournois, de faire une Coupe des Nations européennes, un peu à l'exemple de ce qui s'est fait avec le face-off des 4 nations avec les meilleurs joueurs de NHL, donc les 4 grandes nations mondiales. Est-ce que c'est
peut-être la solution d'avenir, Laurent Perroton, parce qu'aujourd'hui on a ce fameux Euro Hockey Tour auquel la Suisse est partie prenante, et c'est tant mieux, ça lui permet sans doute de progresser. Mais est-ce que finalement ne pas ouvrir avec une certaine hiérarchie, un peu comme ça se fait dans le football d'ailleurs, comme cette fameuse Ligue des Nations de football où on a différents niveaux où on peut monter et descendre d'une année à l'autre. Est-ce que ce serait une solution mais ils sont pas... pour faire surtout progresser les nations qui sont entre la 5e et la 12e place? Oui, ça peut être une solution. Après, les plannings sont chargés, donc essayer de trouver la fréquence justement pour ce serait éviter. Sur 3 tournois, les 3 périodes de préparation habituelles seraient réservées à 3 tournois. Ouais, mais c'est que pour moi, la trêve du mois de novembre, elle fait mal souvent. Donc là, il y a peut-être, est-ce qu'on peut pas faire ça en pré-saison? C'est comme il y a la Champions League, essayer de trouver à la place des matchs amicaux, peut-être en pré-saison, et avoir enlever ce mois de novembre où il y a énormément de blessures dans les clubs, et finalement ça amène peut-être des fois, on arrive un peu chargé et puis on se blesse en sélection. Vous vous rappelez le nombre de joueurs sélectionnés suisses qui se sont blessés durant les années dans cette période-là. Ça, c'est peut-être une réflexion aussi. Et puis là, il faut parler avec les techniciens, mais moi, je reste persuadé que en préparation, c'est bien de faire des matchs amicaux, mais si à la place, ces joueurs internationaux, ils vont jouer contre les grandes nations, ou les clubs engagés en Champions League, ils commencent à jouer là, ça élargit un peu et allonge les périodes, et du coup on a moins de matchs et il y a moins de risques de blessures, et puis on se retrouve pas avec des contingents immenses pour pouvoir faire la saison, quoi. Mais clairement, la confrontation entre des nations dites moyennes et puis les grosses nations ne peut que faire progresser ces nations dites moyennes. Justement, Richard Monetto, par exemple, l'équipe de France, ses adversaires habituels, c'est Norvège, Autriche, etc. Si l'équipe de France peut quand même de temps en temps affronter une Tchéquie ou une Suisse, bon, ce qu'elle a fait d'ailleurs déjà cette année, mais dans le cadre d'autre chose que de simples matchs de préparation, ça ne peut qu'amener quelque chose de positif, non? Je pense que oui, on est demandeur, justement, de rencontrer des grosses équipes. C'est comme ça qu'on apprend le plus. Et c'est vrai que moi, pendant que j'étais en équipe nationale, c'était surtout des équipes de l'Est, mais qui étaient de notre niveau, ou la Norvège. Norvège, c'était Autriche, Danemark, tout à fait. Toujours les mêmes. Ouais, toujours les mêmes. C'est vrai que rencontrer des grosses nations, c'est là où tu apprends le plus, parce que tu vois la différence de niveau, et à force de jouer, tu commences à accrocher derrière, et tu te raccroches en même temps. Tu dis, voilà, tout ce qu'il y a à travailler. C'est important. C'est important de rencontrer des nations de ce type pour apprendre. Ouais. Laurent, c'est encore une fois ce qui a permis à l'équipe de Suisse de progresser. Exactement. La question est de savoir maintenant, avec la position de l'équipe de Suisse, c'est ça. Quand la Russie reviendra, vous voyez ça comment? On va élargir le tournoi à 5 si ça existe toujours, le Hockey Tour? Non, mais je pense que peut-être que pour la paix des ménages, on va mettre la Russie avec d'autres nations, genre la Slovaquie, ces équipes-là, pour commencer, et puis voir un peu l'évolution, parce que la Suisse a fait sa place, mais c'est plutôt les grandes nations. Moi, je vois dans l'effet inverse. Et qu'est-ce que les grandes nations, de jouer contre les petites nations, ça leur apporte? Nous, aujourd'hui, en Suisse, on a beaucoup progressé, parce que ça fait quelques années qu'on joue les Tchèques, les Suédois et les Finlandais. Et lorsque tu arrives dans les phases finales, qui c'est que tu joues? Les Tchèques, les Suédois, les Finlandais, et évidemment les USA et le Canada. Donc c'est pour ça qu'aussi on a progressé, mais on a cette opposition-là qui était pas légitime au départ, parce que c'était un problème géopolitique. Mais finalement, avec les résultats, et on est double vice-champion du monde en titre, ça permet d'asseoir cette place. Et je pense qu'il y aura vraiment un consensus par rapport au retour de la Russie, en les plaçant peut-être dans un autre groupe, pour pouvoir laisser l'équipe de Suisse dans ce groupe. Ouais. Richard Monetto, durant votre longue carrière, vous avez quand même été une fois champion de France avec Amiens, si je ne m'abuse. Et Reims. Et Reims aussi, voilà, effectivement. Avec Jimmy Homer comme chef matos. Comme chef matos. Et oui. Exactement. Il a commencé là-bas, il avait 15 ans. Ouais, c'est vrai. On le salue. On le salue. On le salue, il doit nous écouter, Jimmy. Il peut pas passer une journée sans... Quoi qu'il change un petit peu, mais normalement, le hockey sur glace, c'est sa vie. Mais il a aussi sa famille maintenant. Je voulais... sur votre longue carrière, vous avez donc longtemps joué en équipe de France, Richard Monetto. Vous avez, je crois,
obtenu 4 médailles, mais dans des tournois soit de deuxième division, troisième division, etc. Ces médailles, elles ont quelle valeur exactement pour un sportif? Quand on dit on est champion du monde, ouais, mais bon, du groupe B. Comment vous ressentez ça? Alors, c'est vrai que quand on est sur le coup, après le match, on est champion du monde, mais on sait derrière que on est champion du monde, mais du groupe B. Hmm. C'est pour ça qu'on l'annonce pas trop non plus dans nos CV. On n'annonce pas qu'on est champion du monde. On le présente pas. On le dit pour notre famille, mais après derrière, ça va pas plus loin. Parce qu'on sait très bien que c'est du chocolat. C'est une médaille en chocolat. Ouais. Mais bon, voilà. Mais vous avez le mérite quand même de l'avoir obtenu. On l'a quand même obtenu. On a quand même travaillé pour l'avoir. Ouais. Bah écoutez messieurs, je ne sais pas si vous avez encore d'autres choses à évoquer au niveau de l'actualité. Laurent, il y a le inline et puis il y a la suite qui se prépare gentiment. Là, tout le monde est à pied d'œuvre maintenant. C'est ça, et, c'est vrai que les journées, on a pas mal des meetings, les repas, on est un collectif, donc ici aussi, ça fait partie de l'esprit du SACOS, hein, des sélections regroupées. C'est que quand les 38 jouent, on va les voir, quand les féminines jouent, on va les voir, quand les 50 jouent, on va les voir, les 45. Donc c'est vraiment une team. Et avec différentes catégories. Donc, entre tes matchs, ta récup, la physio pour nous, les vieux là, et puis finalement voir tes adversaires et ou les gros matchs de la compétition, ça fait des journées très très chargées. Et je pense que la semaine prochaine, on va bien dormir. Surtout vous connaissant. Ouais, Oui. parce que en fait, il tient que vous sachiez aussi, Richard, il tient le même discours durant toute la saison. Hein, je veux dire, ça fait 6 mois que tous les matins, quand je le retrouve dans le cadre du journal du hockey, il me dit j'ai perdu 663 grammes, j'ai gagné 6, hier, j'ai fait 3 tours de pédale en moins sur mon vélo, etc., etc. Et voilà. Bah tiens, dites-moi un petit mot sur Laurent Perroton, Richard. Moi j'adore. Je le connais depuis très très longtemps. C'est un moulin à vent. Il arrête pas de parler. Il arrête pas. On peut faire 7 heures de voiture, 7 heures de voyage. On peut s'endormir. Lui, il parlera toujours. On se réveille, il est toujours en train de parler. Donc c'est adorable. C'est incroyable. Bon, les objectifs, vous en avez déjà parlé. On sait qu'on aime bien aussi s'écarter un petit peu dans cette émission du hockey sur glace pur et dur. Laurent Perroton, on sait que vous avez repris une formation, une équipe sur la glace cette fois-ci, donc Mérin. Ouais. Et je sais que vous y avez travaillé déjà beaucoup. Ouais, en tout cas, c'est ce qui me revient. Il y a la prépa physique là qui est en plein. Donc là, vous n'en sortez pas. Et Richard Ramonetto, vous faites quoi maintenant à 52 ans en dehors du inline? Non, je travaille dans banque. Maintenant qu'il n'y a plus de hockey sur glace, puisque vous avez décidé d'arrêter cette fois-ci. Oui, tout à fait. Vous avez fait quoi? 4 matchs, je crois, la saison passée. Ouais, 4 matchs. Ils m'ont rappelé parce qu'il manquait beaucoup de joueurs, beaucoup de blessés et pas assez de jeunes. Du coup, j'ai dû remettre les patins pour aider le club. Maintenant, je me concentre uniquement sur le inline. Donc, je pense qu'année prochaine, je vais peut-être avoir un nouveau contrat avec un nouveau club. La passion est toujours là, j'ai toujours envie, pas trop de bobos, les articulations tiennent bien, et j'ai surtout l'envie et le plaisir de jouer. Donc tant que j'ai cette humeur, je me dis pourquoi pas, on y va, on fonce et on verra par la suite. Mais il faut être motivé parce que si on joue une line à Genève et qu'on fait un déplacement à Lausanne, ça va, mais vous traversez la France sans arrêt. Enfin, souvent. Souvent, mais après, moi, ça m'a jamais déçu, enfin, jamais déplu. J'adore le bus. Je peux dormir n'importe où et on a l'habitude en France, de voyager très loin, donc ça n'a jamais été un problème. Vous avez le temps d'avoir une autre activité à côté du hockey? Je suis banquier. Je travaille dans une banque. Voilà. Je travaille dans une banque et après. Et pas en Suisse, hein. Et pas en Suisse. Mais pas en Suisse. Ouais, parce qu'autrement, je sais où se trouverait l'argent de Laurent. Dis donc, je me rappellerai de cette émission. Écoutez, c'est la 152e, hein. On peut se permettre, hein. On peut se permettre. On prépare le rap pour la 200e. Voilà, je sais pas si vous êtes au courant, mais il nous a fait un rap pour. Oui. Mais Richard Ramonetto est très performant avec l'intelligence artificielle. Il a fait un rap sur notre équipe ce matin. C'était très intéressant. D'accord. Bon, je vois que l'ambiance finalement elle est très bonne et c'est peut-être ce qui différencie encore aujourd'hui le inline du hockey sur glace, c'est que l'inline on se prend pas encore trop la tête. C'est le plaisir du hockey, mais sans les petites déviances que l'on a désormais dans le hockey sur glace professionnel.
Oui, il n'y a pas d'argent chez nous, donc Ouais. c'est vrai qu'on est là, c'est pour le plaisir et uniquement pour ça, et pour aussi un collectif. C'est une bande de copains et on est là pour passer une bonne semaine dans un esprit sportif également, mais on est là surtout pour se faire plaisir, tout Mhm. simplement. Alors pour nos éditeurs suisses, si maintenant qu'ils vous connaissent encore un peu mieux, Richard Menetto, s'ils veulent suivre un peu la suite de votre carrière, donc vous jouez avec quelle équipe et dans quelle division et comment ça se passe? Alors cette année, j'ai joué avec l'équipe de Seno, c'était en deuxième division. On a un premier championnat qui est régional et ensuite on tape sur des quarts de finale qui sont au niveau national. Mhm. Demi-finale et finale, pareil, c'est sur des plateaux à 4 équipes et à chaque fois faut finir dans les 2 premières places pour aller jusqu'au bout. Cette année, on a perdu en demi-finale. Beaucoup de blessés, dommage parce que je pense qu'on avait une équipe pour aller très très loin. Et maintenant, la saison prochaine, je suis en pourparlers. Donc, je sais pas encore où est-ce que je vais jouer, mais je suis en pourparlers. Ouais, ça n'arrête pas. Et vous, Voilà. Laurent, voilà, vous, Laurent Perroton, Albert, alors il a réussi Non, à vous faire re-signer ou bien? alors oui, mais c'est pas Richard Moneto qui me rejoint à Monaco parce qu'il est beaucoup trop cher. Mais du coup, ouais, bah, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un projet sur 2 ans. Il voulait qu'on monte en quatrième division, puis en troisième division. Je vais aller au bout de mon engagement. Et puis, j'amène un petit peu des joueurs pour nous aider dans ce projet-là. Et c'est toujours très intéressant. Et puis, c'est surtout des divisions où le niveau, il est pas incroyable, ce qui fait que ça te permet de juste t'entretenir physiquement et pas besoin de t'entraîner. Donc, ça me permet aussi d'aller voir la famille, etc. Et puis, en même temps, par exemple, la semaine prochaine, il y a un gros week-end. Et ben, la famille, je l'emmène dans le Var où on va au bord de la mer. Et en même temps, moi, je vais aller jouer le dimanche. Donc, et ça permet de voir la fratrie du côté de mon épouse. Donc, voilà, c'était un bon mix, un bon compromis avec ce projet-là. Et puis surtout, ce que j'adore dans ce projet, c'est que les joueurs avec qui je joue, c'est des joueurs que j'ai entraînés lorsqu'ils avaient 10 ans. Donc, Mhm. de les voir dans le monde adulte, c'est juste exceptionnel et c'est ce que j'aime dans le sport. Ouais. Bon, il nous reste 3 minutes pour conclure. C'est un premier bloc un peu spécial et vous l'avez déjà compris. C'est un premier bloc un petit peu d'été où finalement on parle de choses en étant très détendu. On est très très loin de l'esprit de la haute compétition et finalement ça fait du bien et c'est tant mieux. Mais allez, 3 minutes de sérieux quand même. On est maintenant à l'aube. On va dire à l'aube. Oui, on est quoi? On est le 30 mai, donc juin, juillet, encore 2 mois avant d'arriver sur la glace pour la plupart des équipes, professionnelles ou non. Ces 2 mois-là, ce sont les 2 mois les plus difficiles de la saison, Je pense physiquement. pour Ouais. physiquement, ouais, c'est la fin de saison, donc c'est vrai que Bah, il va falloir disons, recharger. vu de Suisse, bah, maintenant on parle plus de fin de saison. En Suisse, on dit déjà qu'on est carrément dans la saison suivante. La récupération, c'est 2 semaines de vacances et après ça repart. Hein. En Suisse, ouais, je pense que c'est comme ça. Mais en France, c'est plus long, c'est plus lourd. Mais après, c'est vrai que pour les dirigeants de club, pour les entraîneurs, c'est la grosse période parce que c'est là où il faut aller chercher son équipe. Il va falloir tout préparer, à tout aménager. On va se tordre les deux routes parce que qui va remplacer qui pour quel poste, c'est intéressant en même temps parce qu'on découvre de nouveaux joueurs, il y a des surprises et c'est vrai que pour un coach, un entraîneur, c'est une période qui doit être assez intéressante. Ouais. Bon, il y a un petit décalage entre la Suisse et la France, là, visiblement, Laurent Perroton, parce que Oui, oui. on se Bah contente déjà, de compléter des effectifs qui sont connus maintenant. oui, mais déjà, au niveau des dates de reprise de championnat, du nombre de préparations, au niveau de la préparation estivale, c'est selon les clubs, c'est complètement différent. Mais voilà, c'est pas les mêmes contingents, c'est pas les mêmes budgets. Donc, il y a beaucoup de clubs encore, même en Ligue Magnus, qui te payent juste la période de glace. Parce que ta prépa physique, tu la prépares chez toi lorsque tu es étranger. Donc, ça change complètement. Mais avec les moyens modernes aujourd'hui, vous voyez, je suis à Garmisch, mais je sais très bien ce que font les joueurs ils sont sur Strava et ils travaillent avec leur monde connecté. Donc, on a accès, on peut travailler. On le voit avec notre émission. Hein. Nous, on est en Allemagne, vous êtes en Belgique, et on arrive quand même à faire des choses très intéressantes. Donc, voilà, c'est les moyens qui ont évolué. Mais pour revenir un petit peu à la Suisse, bah, vraiment la grosse nouvelle aujourd'hui, c'est l'annonce
du staff du Genève Servette. Et là, on se dit, J'allais terminer avec ça. Voilà, mais je savais où je vous connais. Ça va vous chatouiller. Alors, j'ai des Français avec moi, donc en plus, Yorick Trey, il fait involontairement l'actualité parce que finalement, quand on voit arriver Ville Peltonen comme assistant du côté de Genève, c'est quand même lui mettre un sacré client dans les gencives. Ouais, alors est-ce que c'est lui qui l'a choisi ou pas? Wow. Ça, c'est toujours la question. Vous pensez que c'est pas lui qui l'a choisi? Moi, Pierre Allard, je sais qu'il le connaissait très très bien, donc ça, c'est une chose. Mais c'est vrai que là, ils sont 4. Il y a encore un Pekka Non, il a un nom bizarre. Oh là là, Costa, je sais plus quoi. Lousta. On va s'y faire. Je connaissais pas du tout, mais ouais, ça fait 4 entraîneurs. On sait que Pierre Allard est un spécialiste de la préparation physique. Il travaillait avec le Canadien de Montréal. Kazagusta. Voilà. Ouais, exactement. Je cherchais le nom, la bonne prononciation. Et Pierre Allard, après, il a de nombreuses expériences en DEL comme assistant. Donc, mais surtout, ce qui me surprend, c'est de voir Ville Peltonen comme assistant, connaissant le personnage et les différentes équipes qu'il a coachées. Donc, est-ce que c'est Yorick qui a choisi ou pas? En tout cas, les résultats devront être là parce que vous avez vu qu'il y avait quand même, après les championnats du monde et la relégation de la France, les médias suisses n'ont pas été tendres avec Yorick Trey. Et donc là, avec l'arrivée de ces entraîneurs de prestige, il va falloir avoir des bons résultats pour asseoir sa position au sein du Genève Servette. Richard Ramonetto, pour des raisons géographiques, vous suivez plus particulièrement Genève Servette? Oui, tout à fait. Puis Lausanne, je suis les deux clubs. Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces tribulations d'intersaison, justement? Et vous connaissez bien sûr très bien Yorick Trey, puisque vous avez même joué avec lui en équipe de France. On lui facilite quand même pas la tâche avec enfin, est-ce son choix ou pas? Ça, c'est la grande question, mais c'est pas évident quand même. C'est très c'est pas évident et vous êtes très dur les Suisses avec les entraîneurs. C'est le monde professionnel, hein. C'est vrai que ça passe ou ça passe pas. Vous posez pas de questions, c'est parti. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe et il faut avoir les reins solides et puis il faut être toujours au top, hein, pour diriger des grands clubs comme Genève ou Lausanne ou tous les clubs suisses. Mais voilà, il aime ça et il va donner son meilleur pour gagner ce championnat. Ouais, sans aucun doute. Bon, on va conclure. Laurent, j'ai ressorti 2-3 anniversaires. Vous savez que j'aime bien faire ça. Ouais, yes. Alors, Ken Yeager, 27 ans aujourd'hui. Ah, vous savez ce que j'en pense, hein. Moi, Schmid, Yeager et Knack sont des joueurs que j'aime beaucoup, soi-disant que j'aime que Johnny et Ambul, mais je vous en parle quand même souvent de ces joueurs-là. C'est vrai. Donc, bon anniversaire, Ken. Ivar Spounenovs, 31 ans. Ok, alors gardien qui a eu un bon passage à Langnau, ça s'est très mal passé pour lui à Lausanne et finalement il rebondit à Rapperswil un petit peu où il a un peu moins de temps de jeu, mais on va dire que c'est le numéro 1 bis. Ouais. Et puis j'ai gardé le dernier, peut-être le meilleur pour la fin. Ouais, le meilleur peut-être, oui, sans doute. En tout cas, s'il nous écoute, oui, c'est le meilleur. Et ça va peut-être dire quelque chose à Richard Ramonetto s'il vous parle de Jean-Jacques Schliemann. Oui. Bah oui. Ah bah oui, quand même. Adversaire, voilà. 58 ans pour Gigi aujourd'hui. Pour Gigi. Donc on va lui souhaiter bon anniversaire également. Moi, je l'ai eu, j'ai eu la chance d'être assistant à Lausanne lorsqu'il était le capitaine du Lausanne Hockey Club et je l'ai connu à ce moment-là. Et maintenant, il est directeur administratif du HC Lugano. Absolument. Et puis, du coup, c'est un personnage et c'était un joueur incroyable sur les penalties. Je me rappelle qu'il avait vraiment beaucoup de self-control et puis c'est quelqu'un de très très gentil malgré ses postes, ses différents postes et il est toujours très accessible et on le salue. Voilà. Eh bien, c'est comme ça qu'on va terminer ce premier bloc numéro 152. Pour un prochain premier bloc, restez simplement très attentifs sur les nouvelles que nous vous annoncerons sur le site planethockey.com ainsi que pour le petit journal du hockey. Comme vous le savez, après ce championnat du monde, on a un petit peu relâché la bride, déjà parce que l'actualité est quand même nettement moins importante. Et puis aujourd'hui, ça nous permettait d'évoquer ce hockey inland qui est en pleine progression et ça nous a fait plaisir effectivement d'en parler de façon un petit peu plus en profondeur. Merci à Richard Ramonetto encore une fois de nous avoir rejoints aujourd'hui. On va vous souhaiter alors une bonne fin de championnat du monde. Merci Philippe, merci pour l'invitation et puis bonne continuation.
Mais on n'y manquera pas. Et puis bon, ben Laurent, soignez ce genou, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah, Heureusement que vous n'écrivez pas avec les genoux, parce qu'autrement, je me ferais du souci pour votre chronique. vous voyez un petit peu, mais l'adducteur, c'est pas le genou, monsieur Ducaro, mais je vous ferai un cours de physiologie. Ah, c'est parce les que... adducteurs, j'avais pas compris. Oui. Ah oui, mais il était pété partout. Ah, Ça y est, il se la pète de nouveau. Bon. Merci beaucoup, messieurs. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Vous savez comment nous retrouver sur le site, sur Planet Hockey Center. Ça, c'est la chaîne YouTube, sur la chaîne, la radio. OK, la radio. Et puis, vous l'avez constaté, aujourd'hui, on a quelques petits problèmes avec nos images. On essaye d'y remédier le plus vite possible, mais ça n'est pas évident. Donc, on a choisi de mettre à la place de certaines images, le logo de Planet Hockey. On aurait pu mettre la photo de Laurent Perroton, puisque il collectionne des heures de présence sur notre site et sur notre radio. On a quand même décidé de mettre le logo de planethockey.com, l'adresse à retenir, y compris hors saison. On est parti maintenant pour 2 mois sans véritable hockey sur la glace, mais le hockey existe toujours. Donc restez bien attentifs, soyez fidèles. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye.